Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire un débrief sur les challenges gamification feedback numéro 2 et numéro 3. Ça nous a pris un peu plus de temps que prévu de revenir sur vos participations, mais c'est parti. Donc, pour se remettre un peu dans le bain, le challenge numéro 2 qu'on vous a proposé en octobre était d'utiliser le pouvoir de la gamification en lien avec la biodiversité, notamment le fait d'inciter les citoyens à observer la faune et la flore autour d'eux, parce que Michael proposait un atelier pour un partenaire sur la gamification et on s'est dit que ça permettait de donner un peu plus de sens à notre challenge. Donc on avait différents objectifs autour de la réalisation d'inventaire, par exemple de la biodiversité, le fait de documenter les observations ou apprendre à reconnaître les différentes espèces. Et pour ce challenge, on avait décidé d'ajouter une contrainte, c'est le fait d'utiliser une application spécifique existante qui, a priori, a des enjeux de gamification. Et on s'est dit que ça pouvait permettre de pimenter un petit peu le challenge. Donc, on va aller regarder la réponse qu'on a eue de Pierre Maisterena, qui nous a proposé donc un, une proposition en s'inspirant donc des outils qui sont mis à disposition sur les challenges que vous pouvez retrouver du coup là où il y a la présentation. Vous avez également des outils pour vous aider. Alors je vais prendre juste sa présentation. Hop, je vous partage. Hop, tu me confirmes qu'on voit bien la proposition Là, c'est bon, de ouais. Pierre. Super. Donc Pierre a commencé par se poser la question des leviers d'engagement qui pouvaient intéresser son public. Et du coup, on peut noter qu'on est sur des leviers qui sont relativement bien identifiés, hein. On n'est pas sur quelque chose où on pourrait être à 4 ou 5 partout. Mais du coup, on a pour les personas, dans un premier temps, le levier sens qui est très présent, avec du coup l'engagement pour la planète. Et ensuite, l'influence sociale, dans le sens où les personnes auraient envie du coup d'afficher, de partager leur collection. Je pense qu'il y a un petit peu un côté, on verra dans ces propositions, un petit côté peut-être Pokémon Go d'aller collecter et partager ça. Et on voit aussi que justement, bah, la possession est à 4 sur 5 avec la collection de la faune et la flore. Du coup, on est sur ces sujets-là et finalement, les autres leviers sont un peu moins importants. Je pense que c'est quelque chose qui détaille par la suite. Si on s'intéresse du coup au persona, on voit que Pierre, du coup, Pierre qui est étudiant, il me semble, à l'ECE à Paris, a pris du coup un public, on va dire, proche, c'est-à-dire quelqu'un qui a 25 ans, qui a du coup jeune enseignant et qui est déjà un petit peu dans le domaine, on va dire, de tout ce qui va être l'écologie, la biologie. Et donc, pour ce public-là, son objectif, ça va être de transmettre sa passion de l'écologie dans ses cours et du coup, ça peut être une des raisons pour lesquelles il utilise donc une application sur la biodiversité. En termes de contraintes, il y a notamment le fait que son travail lui prend pas mal de temps. Bon, sa petite amie lui envisage de faire un enfant, donc j'imagine que c'est aussi lié au temps et peut-être l'aspect financier. Elle n'a pas forcément le charisme pour faire passer ses idées et ne gagne pas suffisamment pour acheter chez les producteurs. Ok, donc on est plutôt quand même sur des éléments où effectivement il y a des contraintes de temps et d'argent. On va voir un petit peu ce que Pierre nous propose. Alors, en tout cas, en termes de forme, c'est sympa de reprendre des visuels pour présenter du coup les leviers les plus importants. Et du coup, ici, l'idée, c'est d'imaginer une première page montrant par exemple le nombre d'espèces répertoriées au total ou encore le nombre d'espèces découvertes et sauvées cette année, afin que l'utilisateur soit impressionné par les chiffres et qu'il puisse voir aussi son engagement. Je pense qu'effectivement, ça peut être une assez bonne idée. Je ne sais pas si c'est déjà fait par naturaliste. Mais le côté contributif, un peu à la Wikipédia, avoir des stats sur son engagement, je pense que ça peut être un truc assez. On a tendance à sous-estimer le nombre d'espèces, par exemple, découvertes chaque année, ou le nombre d'espèces aussi qui disparaissent chaque année. Si on passe au levier suivant, donc pour rappel, hein, il y a aussi le, la possession et l'influence sociale. Donc, dans la possession, l'idée c'est forcément de jouer un petit peu sur la collection, comme je disais, la Pokémon, hein. On peut récupérer des descriptions et des photos, par exemple, des espèces, récupérer comme, je ne sais pas si vous avez joué à Pokémon, mais quand on passe dans le Pokédex, l'outil qui sert
avoir tous les Pokémon disponibles. On a le petit cri, on a des petites infos, etc. de ce type-là. Et je pense que là, le but, c'est d'avoir quelque chose d'assez similaire, à la fois pour que l'utilisateur découvre de nouvelles espèces, mais aussi pour justement inciter peut-être à partir à la recherche d'autres espèces en particulier, notamment s'il y a des chercheurs qui derrière ont besoin de données sur certaines espèces en particulier. Donc la découverte d'une nouvelle espèce doit être aussi une fête avec des feedbacks visuels et sonores clairs. Évidemment, certaines espèces sont plus rares que d'autres, ce qui engendrera une certaine fierté de les avoir. Oui, du coup, on est vraiment dans une logique un petit peu à la Pokémon, et je pense que c'est assez logique vu le sujet de l'application. Enfin, du coup, troisième et dernier levier présenté par Pierre, donc l'influence sociale. Pour cela, on s'appuie beaucoup sur le système de possession, car l'idée de pouvoir partager, voire échanger les espèces que l'on possède, et notamment les plus rares, afin que les personnes qui ne les possèdent pas puissent aller les chercher. Donc c'est assez intéressant le fait de pouvoir partager des infos avec d'autres personnes pour les inciter à eux aussi partir à la recherche de la même espèce. Moi, ça me fait penser un peu à des jeux un peu en monde ouvert où on va savoir que tel monstre ou telle créature vit plutôt à tel endroit. Et parfois, en parlant avec d'autres personnages, qu'on va pouvoir avoir cette info. Et là, du coup, c'est plutôt avec d'autres personnes, d'autres passionnés qu'on pourra avoir ces infos-là. Des- Un des points que je trouve marrant, c'est la question de est-ce qu'on échange des espèces directement, un peu à la Pokémon, ou est-ce qu'on échange des indices pour les trouver. En tout cas, ça serait c'est une piste que je trouve intéressante à creuser. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est plus le volet indice, hein. Il y a des Ouais, situations où est-ce que tu as trouvé cette espèce, ce genre de choses. Le but n'étant du coup pas de faire de la compétition, mais collaborer pour ouais. sauver la planète au sens large. Et je pense que c'est bien parce que les trois leviers qui ont été identifiés par Pierre, du coup, finalement, communiquent assez bien ensemble par rapport à sa proposition. Donc je trouve ça assez chouette, et j'aime bien aussi vraiment la présentation aussi qui met en avant les leviers avec des petits visuels et tout ça. Je trouve ça assez cool, et je pense qu'il y a pas mal de projets de sciences participatives qui pourraient s'inspirer de, de la gamification pour aller un peu plus loin dans leur démarche. Yes, non, il y a plein de bonnes idées. On par- les exemples et les choses qui s'appuient et qui s'axent dans Pokémon, forcément, vu le sujet, enfin, dans Pokémon ou dans ce type de jeu de collection, forcément, vu le sujet, effectivement, c'est une inspiration forte et c'est naturel, hein, c'est quelque chose qu'on a revu aussi dans tous les ateliers qu'on a fait avec des publics sur les sujets biodiversité. Mais je pense que c'est aussi un des cas où on peut se dire, c'est l'intérêt aussi d'intégrer la pop culture, les éléments de culture et en particulier de chercher des éléments de culture qui parlent à ces personnages, effectivement. Euh, Ce qui est particulièrement, je pense, intéressant, c'est que sur les projets de sciences participatives, en tout cas que je connais ou que je suis un petit peu de loin sur ces questions-là, j'ai l'impression qu'on est quand même plutôt sur un public en général niche, connaisseur, passionné, mais qui du coup est pas très élargi. Et le fait de justement transposer ces mécanismes de gamification, ça peut permettre d'aller parler à un public qui est peut-être un peu moins connaisseur, mais qui pourrait être intéressé. Ça fait un peu une porte d'entrée en fait pour entrer dans ce monde-là. Moi, ça me fait penser un petit peu à certaines vidéos sur YouTube que j'ai pu voir sur des personnes qui vont présenter des Pokémon et qui vont expliquer on va dire le folklore qu'il y a autour, ou l'inspiration en termes d'animaux qui existent vraiment, ce genre de choses. En fait, Pokémon est une porte potentiellement d'entrée pour aller s'intéresser à d'autres choses qui existent vraiment, sauf que Pokémon n'a pas été conçu pour ça. Donc les gens le font, mais c'est pas conçu pour. Alors qu'une application conçue pour justement donner envie à s'intéresser à la biodiversité autour de chez nous, je pense que ça pourrait être d'autant plus efficace. yes. Bon, ouais. Bah, en tout cas, félicitations Pierre Ouais, bravo. pour ta présentation, c'est super cool. J'espère que ça inspirera d'autres de tes collègues étudiants aussi à participer à ce challenge ou à d'autres challenges, hein, s'ils ont envie de tester un peu leurs connaissances en gamification, dans le sens où les challenges de toute façon restent dispo. Et, euh, et vu qu'il me semble que tu es le seul à avoir participé à ce challenge 2, on va pouvoir te recontacter du coup pour t'envoyer un paquet de gamificars, parce que du coup,
L'idée, c'est de faire gagner un paquet de Gamificart à tirer au sort parmi les participants au challenge. Donc, a priori, tu as gagné. Donc, félicitations, on te recontacte assez vite pour ça. Yes, bravo. Donc maintenant, on a vu le challenge 2 et voici donc revenir le challenge 3 qui avait lieu en novembre. Donc cette fois-ci, le sujet du challenge était plus en lien avec la pédagogie et la formation, vu que l'objectif était de rendre un cours plus engageant. Donc il y avait plusieurs sous-objectifs possibles. Garder l'intention des apprenants sur un cours de votre choix, donc ça c'est pour si vous faites des formations. Créer les conditions pour que les apprenants s'auto-évaluent avec bienveillance. Ça c'est un sujet qui peut être assez intéressant si vous avez des grands groupes et que vous avez envie de travailler sur ce sujet-là en particulier. Et inciter les apprenants à prendre le temps de réviser parce que ce n'est pas forcément facile en dehors des cours ou des formations de prendre le temps pour se poser sur ce qu'on a appris, faire des fiches, explorer d'autres choses, etc. Et donc ça nous paraissait un sujet assez intéressant. On a choisi de faire de la gamification sur des questions de pédagogie parce qu'on animait des ateliers pour l'IFA Rouen de sensibilisation au Gamificart pour un public du coup plutôt de formateurs essentiellement. Et ça nous permettait du coup de faire travailler directement les personnes qu'on a vues. On a croisé à peu près 60 personnes sur une journée dans nos ateliers. Du coup, ça permettait voilà, de travailler un petit peu de façon logique sur ces sujets et de vous proposer un challenge qui a davantage de sens également. Et je vous propose d'aller vers la toute première participation. Donc, la première participation au challenge gamification éducation vient de Michael qui a participé, comme vous le voyez sur son message LinkedIn, du coup la journée innovation pédagogique dont je parlais hein, avec l'IFA Rouen, où du coup il a suivi mon atelier Gamificart. Alors il l'a fait à distance cette fois-ci. Il y en avait d'autres qui étaient en présentiel. Et du coup, il a suivi le déroulé un peu de l'atelier assez classique de comment on fait de la gamification. Là, vous pouvez voir qu'il y a eu un tri qui a été fait sur les personnes à carte, qui est un nouvel outil qu'on est en train de tester et dont vous allez entendre parler très bientôt. On peut retrouver les gamificards, on voit qu'ils ont pioché notamment pas mal d'idées sur les questions d'immersion et de créativité. Et du coup, voilà un petit peu comment s'est représenté leur mural, du coup, avec les différentes idées de gamification qu'ils ont pu avoir. Et donc voilà la vue globale. Tu peux que... Donc voici le mural sur lequel Michael a travaillé avec son équipe. Et du coup, ils sont partis sur une formation sur une activité juridique avec pour objectif de garder l'attention des participants et créer des conditions d'auto-évaluation. Donc, comme vous pouvez le voir, ils ont rempli le proto-persona. Vous avez le Canva persona dans les challenges. Là, c'est une version un petit peu réduite pour les ateliers. Ils ont identifié plusieurs leviers qui pouvaient motiver ou réduire la motivation du coup de leur persona. Et finalement, les idées qu'ils ont proposées tournent autour de la narration, du jeu de rôle, l'apprentissage par l'échec, l'argent et changer de point de vue, parce que le sportif aime bouger, s'engager par le mouvement. Donc finalement, ils ont proposé une idée de faire un jeu de rôle où les apprenants sont libres de faire des erreurs et sont mis face à des situations juridiques réelles auxquelles ils seront confrontés. Qu'est-ce que tu penses un peu du jeu de rôle utilisé en formation est-ce que ça te paraît faire sens, Mickaël? Bah, le jeu de rôle en formation, ouais, carrément. Après, je suis en train de reprendre là, du coup, ouais, des situations. Tac, tac, tac. Bah, ça peut être pas mal en plus sur des choses, ouais, situations juridiques réelles, etc. Enfin, ça peut être des choses assez stressantes quand ça arrive en vrai. Donc, en fait, l'apprendre, l'expérimenter par un jeu de rôle, c'est pas mal. Après, je sais pas exactement quels points juridiques sont mis en jeu non plus. Mais ouais, en tout Là, cas, c'est une... il parlait en fait d'un public plutôt sportif. Ouais. Et donc, j'imagine que ça peut être, je sais pas, peut-être des questions autour
la négociation de contrat ou ce genre de choses. Là, Ouais. l'objectif du coup du persona, c'est actualisation juridique pour l'entrepreneuriat. Donc effectivement, on n'est plus sur des questions de, je sais pas, peut-être propriété intellectuelle, peut-être comment signer des contrats par rapport à du coaching, Ouais. peut-être par rapport à ce genre de choses. Bah, en tout cas, moi, c'est des choses que j'ai eu l'occasion de pratiquer ou de faire pratiquer. C'est des choses qui marchent quand même toujours bien. Après, c'est à bien aligner. C'est là où c'est intéressant d'avoir fait les objectifs, le persona, etc. De est-ce que ça sert bien mon objectif? Est-ce que ça va pas mettre en flip aussi les personnes qu'on fait jouer? Les gens sont plus ou moins à l'aise avec le fait de faire du jeu de rôle, entre guillemets. Et pareil, ça dépend aussi. Et là, c'est peut-être dans les outils et les choses qu'il faudra développer après. C'est comment on fait des cartes, comment on fait des fiches, des choses qui facilitent aussi finalement ce jeu de rôle et cette mise en situation, peut-être des choses qui récapitulent les enjeux de chacun, peut-être des choses qui, enfin voilà, des petits éléments qui aident effectivement à que le jeu de rôle soit simple et agréable, quoi. Mais en tout cas, c'est une bonne idée. La phase de débriefing, je pense, est effectivement particulièrement importante après une phase un peu plus geek, on va dire. Yes. Bah, je crois on peut aussi dire bah, que c'est une bonne participation avec plein de choses cool. Ouais, carrément. Yes, bah Carrément, bravo bravo. à l'équipe. Ouais. Et du coup, voici la deuxième participation au challenge numéro 3. Donc, cette fois-ci, il me semble, Valérie qui a participé. Ce n'est pas sa première participation. À chaque fois, elle nous propose des formats assez intéressants. Ici, on est sur un génialier, hein, comme vous pouvez le voir. Hop, avec des animations sympas. Donc, la formation au marché public, effectivement, c'est une thématique pas très fun, avec du coup des modules thématiques d'une demi-journée chacun. Et l'objectif, c'est de donner les bases sans noyer les apprenants dans les détails. Ok, ça marche. Le public, donc les agents d'une commune, donc des adultes, ils n'ont pas l'habitude des marchés publics, ils ne sont pas forcément choisis d'assister à ces modules, ça je pense que c'est important. Et il y a plusieurs sessions du coup de formation. Ok, ça marche. Donc pour obtenir et maintenir l'attention des apprenants, du coup, en proposition, il y a un icebreaker pour permettre au groupe de se connaître et d'exprimer sur son état d'esprit en début de session. Choix d'une thématique drôle afin de contraster avec la thématique sérieuse, par exemple, 9 images issues de films cultes et drôles qui plus est. Donc, je pense Yes. que les icebreakers, en général, ça marche quand même assez bien pour voilà, générer un peu d'attention et montrer que la formation ne va pas être simplement quelque chose de 100% descendant. Et du coup, ensuite, proposition d'un jeu de piste, seul ou en équipe, les apprenants doivent retrouver des indices dans la pièce et scanner les QR-codes correspondants, qui donnent accès à des notions clés, forme écrite, vidéo, audio, etc., et nécessitent que les apprenants aient un téléphone. Ouais, ça peut être assez cool, je pense aussi. Il y a un petit peu la même logique que le jeu de rôle dans la proposition précédente de mettre un peu en mouvement, faire se déplacer les gens et pas rester sur quelque chose d'assez descendant et passif. Ça a plutôt des bonnes idées. Après, il faut voir concrètement comment on met en place ça dans la salle. Je pense Mm. que c'est plus simple si la salle est toujours la même pour pouvoir préparer un peu les choses en amont et s'assurer qu'il n'y a pas de zone, Là, par exemple, d'embouteillage ou ce genre de choses, quoi. il y a probablement beaucoup à s'inspirer des pratiques sur les escape games pédagogiques là-dedans. Il n'y a pas écrit escape game, on parle de jeux de piste. C'est bien aussi parfois de dire qu'on fait quelque chose de plus simple et avec moins d'ambition ludique aussi. Peut-être la question aussi là, c'est est-ce que c'est une séquence très courte et claire avec, enfin, c'est un jeu de piste qui dure pas trop long. En fait, le risque, c'est de lasser aussi, ou enfin, faut vraiment voir comment ça sert le propos. Mais du coup, de faire quelque chose de simple ou en tout cas un moment dans la formation où on casse un peu le rythme et on dit, bon, maintenant, il faut que vous alliez chercher les prochaines infos dans la salle et puis on se retrouve pour en discuter dans 45 minutes, par exemple, ça peut être assez marrant. C'est vraiment une question de dosage, effectivement, pour faire en sorte que le niveau de gamification, entre guillemets, soit bien cadré. Yes. Du coup, pour maintenir l'attention des apprenants également, l'utilisation du jeu de Codename. Donc, Codename, c'est un jeu grand public qui peut être effectivement détourné pour travailler des notions de vocabulaire. Et c'est vrai que sur le volet marché public, ça peut être assez intéressant de faire en sorte d'utiliser quelque chose de ce type-là pour questionner sur le vocabulaire.
J'en profite pour dire on a des meet-up en février et en mars qui vont justement concerner comment on choisit pour des jeux à détourner et quels sont les jeux les plus propices à détourner. Donc, ça fait un peu le lien avec tout ça. Et mise en situation décalée, mettre les apprenants en situation avec une thématique décalée, drôle et marquante. En cas d'erreur, l'apprenant doit aboutir à une situation totalement absurde. Ok, et du coup, Valérie, on partage un petit retour d'expérience en dessous en disant qu'elle a déjà utilisé cette approche et que ça marche bien et que c'est quelque chose qui va vraiment marquer les apprenants parce que ça permet de marquer tout Yes. simplement et de sortir un petit peu du cadre un Ouais, peu puis je plus suppose que ça sort un peu classique. C'est sur, sûr. sur un truc comme marché public, etc., où c'est un peu potentiellement un peu, disons-le, c'est des sujets un peu difficiles et pas fun, comme on disait au début. Donc, effectivement, de tout d'un coup dire on va faire quelque chose de complètement décalé, ça casse aussi le rythme. Donc, c'est une façon de plus, pareil, effectivement, de remettre un peu de fun et de choses marrantes dedans. Ouais, donc, bah, assez bonne idée aussi. Et puis en soi, je pense qu'il y a moyen d'arriver à des situations assez absurdes avec les marchés publics aussi. Donc, ça doit se Yes. trouver pas trop mal. Si je continue, donc j'ai déjà testé en formation et cela a bien fonctionné. Mettre à disposition des petits jeux, le jeu des 7 erreurs, Gazerton, ce genre de choses, pour permettre aux apprenants du coup de jouer un peu, d'être créatifs et finalement les aider à rester concentrés sur la formation. Ça, je trouve ça intéressant. Nous, on le fait un peu sur des formations où justement il y a besoin de créativité, donc forcément on ramène du matériel, mais sur d'autres types de formations, j'ai pas eu l'occasion spécialement de tester. Est-ce que les apprenants du coup sont dispo, enfin peuvent faire en autonomie justement ce genre de choses, ou est-ce que il y a des temps qui sont spécialement dédiés pour ça? Mm. C'est marrant, le mise à dispo de petits trucs aussi, effectivement, d'avoir un peu des choses avec les. Moi, je le fais dans une façon, ça arrive qu'on le fasse dans des temps délimités plus qu'en libre accès, mais c'est marrant à essayer. C'est ça, sur des questions de créativité spécifiques, mais Ouais, en libre accès, ouais, c'est intéressant. yes. Faudrait tester. Et du coup, quelques autres idées que Yann propose. Donc, ça marche aussi. Utiliser le storytelling au service de la formation. Complètement. Complètement, complètement. Organiser des points réguliers sous forme de quiz, mots fléchés, devinettes. Effectivement, ça peut être une façon de tester les Ouais. connaissances et de faire des pauses un peu. Utiliser les codes et les visuels des jeux pour les fiches mémo. Ça peut être sympa aussi. Je pense que ça parle plus à des gens qui sont déjà un peu dans des univers ludiques. Mais ça peut être assez sympa. Et proposer régulièrement des piqûres de rappel ludique et pourquoi pas créer un escape game sur les marchés publics. Ah bah, escape game Yes. sur les marchés publics, je pense que les gens ils ont effectivement très envie de s'échapper, hein. Ça a pas l'air Yes. super fun. Sinon, il faut faire des marchés publics sur les escape games, mais ça, c'est un autre problème. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il y en a Il y en a, ouais. quelques-uns. Il y en Voilà. a. Mais en tout cas, ouais, ouais, carrément, ouais, rappel ludique. Bon, bah, je crois que je partage plein des trucs. Mm. Ce que j'aime bien aussi, c'est plein d'intégrations de petits moments de jeu, de ludique, etc. Donc, c'est assez facile à aller piocher dedans pour intégrer à vos pratiques. Je pense aux formateurs en particulier, par petites doses et au fur et à mesure, quoi. Avant de partir effectivement sur la création, bah, par exemple, l'envoi d'un escape game sur les marchés publics ou ce genre de choses qui sont finalement quand même des assez gros projets où il y a besoin de matos, il y a besoin de compétences aussi spécifiques. C'est vrai que le fait d'aller piocher dans des jeux détournables qui du coup sont accessibles à peut-être 15, 20, 30 euros dans le marché, faire des petits quiz, utiliser la narration, ce genre de choses, bah, finalement, ça marche bien aussi et c'est quand même beaucoup moins compliqué à mettre en place. Donc, ça peut être assez cool, en effet. Bah, en tout cas, merci pour la participation. Du coup. Ouais, D'autant merci pour plus le que ça fait quand partage même 2 participations sur toi challenge. Donc, et un bel bravo. effort de mise en forme, hein. Ça rend vraiment bien. Ouais, C'est c'est génial. agréable, c'est clair. Ok. Et du coup, on peut passer à la troisième euh, partie. Ici, on a une troisième participation de Mathilde. Mathilde a repris un peu comme Mickaël, du coup, les éléments de réflexion de l'atelier gamification. Et donc, dans son cas, la gamification va concerner un cours d'agronomie avec une plateforme d'apprentissage en ligne.
Et l'objectif, c'est d'inciter les apprenants à prendre du temps pour réviser les cours, parce que du coup, j'imagine que c'est une formation où, grâce à la plateforme, on peut apprendre de façon assez autonome. Donc, on a un proto-persona qui est plutôt un étudiant avec une bonne appétence pour le numérique, qui a envie de réussir ses objectifs, bien sûr, ses examens sans trop d'efforts. Et dans les choses qui vont le motiver, c'est plus le volet un peu narratif, l'impatience, et oui, finalement, être pris dans les histoires, etc. Ok. Et par contre, il n'aime pas spécialement qu'on change ses habitudes ou sa zone de confort. Ok. Du coup, Mathilde nous a sélectionné 3 gamificards à intégrer dans son projet, qui sont donc le jeu de rôle, l'exploration et l'impatience, qui, ma foi, font assez logique hein, par rapport aux éléments qu'elle a identifiés comme pouvant être motivateurs grâce aux Persona cartes. Et elle nous propose du coup une sorte de concept un peu de gamification, qui est du coup le fait qu'un pionnier découvre une terre inconnue et il a plusieurs actions à réaliser. Étude de sol, choix des plantations, adaptation des plantations par rapport à ces phénomènes, action sur la terre pour l'améliorer, etc. En fait, on est plus, j'ai l'impression, dans un jeu, soit un jeu narratif, un peu peut-être livre dont vous êtes le héros, quelque chose comme ça, avec des choix à faire, soit sur en fait directement peut-être un jeu un peu en type simulation qui permettrait du coup de mettre en place les notions qui sont importantes à retenir. Et je pense que ça peut faire assez sens dans un BTS production horticole. Ouais, ça me fait penser un petit peu à Farm Simulator, qui permet c'est un jeu de simulation avec des fermes et des tracteurs et tout ça. Et je me demande à quel point il peut être utilisé en pédagogie, justement. Il y a un jeu aussi qui s'appelle, c'est un petit jeu indépendant qui s'appelle Seeds of Resilience et c'est du tour par tour et c'est du jeu de survie et qui joue pas mal sur les aspects écosystème et comment les choses se gardent, etc. Donc avec un peu donc il va sans doute pas aussi loin sur la partie plantation, adaptation, etc. Vraiment, mais il y a pas mal d'éléments quand même de si je coupe ça, il va y avoir ça qui se passe, etc. Ou je pense à Echo aussi, qui est Ouais. un autre jeu un peu dans ce sens-là. En tout cas, effectivement, après, je pense que là, il faudrait trouver, dans le cadre de l'apprentissage et tout, un moyen de faire un jeu qui soit vraiment focus sur les thématiques qui nous intéressent et qui soit peut-être simple, facile à prendre en main et peut-être aussi qu'on puisse facilement lier à la formation, on puisse y faire appel à différents moments précis, quoi. Ouais, je pense que le volet un peu choix narratif, ça peut être quelque chose d'assez sympa, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de compétences techniques pour en Ouais, faire parce que la un. gestion, c'est lourd. Ouais. Il y a des outils no-code qui permettent de faire ça, mais en soi, vous pouvez très bien faire tout simplement un PowerPoint cliquable avec 2, 3 choix à chaque situation. En fait, du coup, ce support-là sert juste un peu de fil rouge narratif et va servir pour remplacer peut-être un QCM ou quelque chose comme ça que vous pouvez animer du coup directement sur un atelier ou que vous pouvez utiliser en ligne. Et juste les gens vont cliquer sur le PowerPoint pour se déplacer entre les slides. Ça peut être une bonne façon de faire ça. Le concept me fait penser aussi à un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, que je n'ai pas eu l'occasion de tester encore, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Roots of Tomorrow, qui a Mm. été conçu par Gamabilis, qui est un studio de jeux vidéo à impact français, et du coup, qui est un peu dans cet esprit-là, il me semble, hein, d'apprendre un peu comment on peut faire une agriculture un peu plus raisonnée. Parce que c'est un peu le problème aussi des jeux parfois grand public, c'est qu'ils peuvent véhiculer des informations qui sont pas celles qu'on a envie de faire passer en termes de pédagogie. Je pense notamment à SimCity, où en fait la façon de gagner quand on joue au jeu, c'est plus proche de l'urbanisme américain qu'un urbanisme qui chercherait à réduire la bétonisation des sols, par exemple. Donc, parfois, Yes. détourner les jeux, ça peut poser un petit peu des contextes, des problèmes. En tout cas, proposition intéressante de Mathilde, mais effectivement, ce serait bien d'avoir un peu plus d'éléments pour concrétiser tout ça. Je pense que notamment sur des présentations assez courtes comme ça, le fait d'avoir des visuels, alors pas forcément faire des visuels, mais le fait de trouver des visuels qui donnent un peu des éléments sur
sur la direction en fait, dans laquelle vous avez envie d'aller, ça peut être une bonne façon un peu d'illustrer un peu tout ça. Je ne sais pas si tu as Non, d'autres bah, remarques. je pense qu'effectivement, non, non, après, les idées sont intéressantes. Ça donnerait aussi envie d'être creusé. En tout cas, merci aussi pour la participation. Ouais, carrément. Merci à vos participations. C'est cool d'avoir un peu plus de variété aussi dans les retours sur les challenges. Euh, donc le Bon, tirage au sort, la roue de yes. la chance, Il nous reste à tirer qui est le gagnant pour le challenge 3. Donc, c'est allons-y. ça. Suspense, suspense. Insoutenable. Est-ce que c'est de la gamification? Je sais pas, mais en tout cas, En tout cas, c'est captivant. yes. Et ben donc, du coup, ce sera Valérie. Félicitations à qui nous allons envoyer un jeu de Gamificart. C'est ça? Yes, Valérie, on te recontacte pour ça. On t'enverra un paquet de Gamificart. Je pense que c'est plutôt mérité hein, de participation sur 3 challenges. C'est cool. C'est cool du coup de gagner ce paquet de Gamificart. Euh, Comme vous avez pu le voir avec du coup le nombre de participations, là on a 4 participations sur le challenge et le temps aussi qu'on a pu mettre à faire du coup l'analyse des différentes participations. On est pas mal pris en ce moment. Le nombre de participations au challenge n'est pas forcément incroyable, hein. On pourrait avoir plus de participation et en même temps on sait que c'est compliqué de s'engager sur des challenges parce que ça prend du temps en plus à côté de ses missions, de son travail, de sa formation, etc. Du coup, je pense qu'on va mettre en pause pour l'instant sans surprise, vu qu'en décembre on est déjà en pause, les challenges gamification feedback. On va probablement, si on a le temps, essayer de revenir un petit peu vers toutes les personnes qui sont inscrites pour savoir ce qui leur a plu, ce qui leur a moins plu, où ils en étaient, est-ce qu'ils ont réussi à travailler un petit peu sur le projet, même s'ils ne nous l'ont pas envoyé, pour avoir plus d'infos et peut-être qu'on proposera un nouveau format, quelque chose au sein de, je ne sais pas, Yes. la communauté ou autre. Donc, Bah, n'hésitez pas à nous faire des petits à retours sur suivre. le format, sur ce que vous avez envie. Je pense que c'est pareil, si vous avez envie de répondre à un challenge passé, on peut aussi, n'hésitez pas à nous les envoyer, on regardera, on vous fera des retours aussi. Je pense que c'est une bonne idée parce que les challenges restent intéressants, les 3 qu'on a posés, je pense, surtout si vous voulez vous exercer. Et puis, sinon, plein de meet-up à venir dans la communauté, plein de choses à faire, et puis plein de choses pour progresser ensemble, je pense, encore là, sur l'année à venir. Carrément, Voilà, carrément, en tout cas, merci à tous ceux qui ont participé, c'est cool aussi. Un bel effort. carrément. Yes, on clôture là. Ouais, bonne fête à tous. Et puis à Yes, l'année prochaine pour encore plus de gamification. bye tout le monde.